Alors, puisque le Congo est si riche, il y a une grande société minière qui s'appelle l'Union minière qui vient s'installer là-bas, dans le sud du Congo, dans la fameuse province du Katanga, pour extraire les minerais. C'est là que mon histoire va commencer. Ces gens qui viennent dans le sud, ils ont besoin de beaucoup de bras pour descendre dans la mine. Mais ils ne vont quand même pas prendre tous les gens du Katanga qu'ils vont trouver là-bas et les mettre tous dans la mine. Il faut qu'il y en ait qui restent aussi à l'agriculture. Donc, ils vont engager une partie des Katangais dans la mine, mais ils vont aller au Kasaï, au centre du Congo, dans la fameuse province du Kasaï. Et ils prennent beaucoup de gens du Kasaï. Allez, vous allez travailler à Lubumbashi, dans les mines au Katanga. Et moi, je suis un ancêtre, un descendant de ces gens-là. Nous sommes allés là-bas pour travailler. Mais vous allez voir maintenant les revers de la médaille. Tous ces gens qui viennent de loin pour travailler dans la mine, ce n'est pas toujours facile la mine. Hein. Vous descendez jusqu'à 1500 mètres en dessous. Vous creusez, vous creusez, vous creusez. Si vous n'avez pas bien respecté les normes de sécurité, eh bien, vous pouvez avoir un affaissement du sol hein, qui enterre tout le monde. Hein. Ou alors une coulée de boue qui vient de l'extérieur et qui ensevelit les gens là-dedans. Hein. C'est pas facile de travailler dans la mine. Et même si vous n'avez pas un accident dans la mine, au bout de 20-30 ans, vous en sortez malade, hein, à force d'avoir respiré la fumée et l'humidité là-dedans. C'est pas évident de travailler dans la mine. Tous ces gens qui vont travailler dans la mine doivent habiter quelque part. Alors les Européens, logiquement, commencent par construire des villes qu'on appelle villes minières. Allez vous promener de ces côtés-là, vous allez voir de belles villes. Hein. Likasi, hein, Jadoville, eh bien Kolwezi, Kipushi, Lubumbashi, c'est de belles villes minières. Et dans ces villes, on a prévu des quartiers pour les travailleurs. Ça veut donc dire que pendant que monsieur descend dans la mine, son enfant va à l'école, parce que dans le camp de travailleurs, les Européens ont prévu une école. En cas de maladie, madame va au dispensaire. Si madame doit accoucher, elle va à l'hôpital. Et il y a même un service de protection maternelle infantile. L'eau est potable, il y a les courants électriques, l'hygiène s'améliore. Eh bien, ces gens vont se développer petit à petit. Et les années passent vite. Hein. 1960, le Congo est indépendant. Les Européens doivent partir. Oh, nous restons entre nous. Alors là, les problèmes commencent. Parce que là... Voilà. Donc, nous avons écouté notre frère. La vérité doit être dite. Mais toute la misère... Maintenant, les bilans dans la province, on se rend compte... Toute la misère venant de... Toute la misère en Afrique, mais elle ne vient pas réellement de l'Afrique. Mais c'est une misère importée par l'Occident. Car pour eux, le peuple africain, le peuple noir, ne sont pas des peuples acceptés, mais des peuples toujours rejetés. L'homme noir souffre et ils se disent que l'homme noir doit continuer à souffrir. Mais ça fait hyperement mal quand je vois notre frère Kémy Séba qui parle tout le temps du problème, la cause de l'homme noir, les problèmes de l'Afrique. Mais je dis, Kémy Séba a tout à fait raison. Kémy Séba, quand il parle de la monnaie, mais il n'a pas tort, il a raison. Mais Kémy Séba, quand il soulève des sujets clés, mais c'est quelqu'un qui veut voir l'homme noir meilleur. Parce que l'homme noir, il n'est pas tolérable et acceptable au XXIe siècle. À l'époque de l'esclavagisme, nos parents ont souffert. Nos parents font que être que des instruments et des instruments de la pauvreté et les instruments de toute une misère. Mais jusqu'à aujourd'hui, cela continue. Le travail, que vous soyez diplômé ou pas, quand vous montez un CV, vous allez chercher du travail. On va vous regarder du pied jusqu'à la tête. Oui. Pourquoi? Parce que vous êtes noir. Ça fait hyperment mal. Pourquoi vivre dans un monde où ce que nous pourrons meilleurement vivre, mais pourquoi faire souffrir l'être humain? Pourquoi faire à ce que l'être humain en bave? Car nous sommes que des passagers. Cette terre n'est qu'une terre où ce que personne ne restera éternellement. Nous venons après nous partons.
personne ne connaît le jour de sa mort. La vie présente et la vie de demain, personne ne la connaît. L'être humain, il vit au fait de jour en jour. Et il peut disparaître seconde, minute ou heure. Il ne sera plus. Où est passé le maréchal Mobutu, l'homme le plus puissant, l'homme qui faisait trembler l'homme blanc, l'homme rien qu'avec en se levant sa canne, l'homme blanc tremblait. Il est où? Il n'est plus. Chaque chose a son moment et chaque chose a une fin. Les dictateurs en Afrique, ils se disent qu'ils peuvent hyperment exterminer des vies. Ils se disent qu'ils peuvent faire ce qu'ils veulent. Chapeau. Mais est-ce qu'ils connaissent leur fin? Est-ce qu'ils connaissent leur fin? Point d'interrogation. Ils ne connaissent pas. Ils peuvent être dégagés du pouvoir au jour, au lendemain, et avoir des oreilles coupées, comme des gens ont fait à Samuel Doe. Oui. Mais ces dictateurs ne méritent pas d'aller à la CPI, mais ils méritent d'être jugés en Afrique, et ils méritent qu'on puisse placer en Afrique la guillotine pour les guillotiner. Parce qu'en Europe, comme la place de Concorde à Paris, cette place de la Concorde, hier ça s'appelait la place de la guillotine. Frappez sur Google, place de la guillotine à Paris, et vous verrez, la place de la guillotine, c'est là où on l'a décapité, le roi de France. On l'a décapité. Les collabos. Et les collabos en Afrique, il y en a en masse. Ces collabos auront aussi leur compte un jour. Ils devront être décapités à partir de la guillotine qui sera placée dans des coins, des ruelles en Afrique, pour en finir avec les collabos et les marionnettes qui ont travaillé pour l'homme blanc politique, pour la destruction de l'Afrique. Car chaque dirigeant africain, dictateur, soi-disant président, mais qui ne sont pas des présidents, mais des moutons. Parce que tout ce que la communauté internationale leur diront de faire du feu, eux, ils bougent leur tête. Tuer les peuples, ils bougent leur tête. Pas de robinet, pas d'eau potable pour le peuple, ils bougent leur tête. Pas de bons pour les écoles, hein, pour les enfants, ils bougent leur tête. Plus la misère, plus la pauvreté. Pas de soins pour le peuple, car un peuple qui n'est pas bien pris aux soins est un peuple sacrifié. Et un pays où, des continents, où ce que l'être humain ne peut pas être soigné, est-ce que ce continent peut avancer dans le développement? Je ne pense pas. Voilà le vrai problème. L'Africain doit savoir pourquoi il se trouve dans des causes bizarres. Mais ces causes bizarres ne sont pas voulues par l'homme noir, mais par l'homme blanc. Parce que pour l'homme blanc politique, il faut que l'être humain noir souffre. Il faut que l'être humain crève. Il faut que l'être humain n'ait aucune sorte. Il doit rester esclave. La vérité doit être dite. Car Malcolm X, Martin Luther King n'ont pas fait des combats pour la libération de l'homme noir et pour que l'homme noir ait la liberté. Ils n'ont pas fait cela comme ça. Non. Ils se sont battus. C'était un combat, pas facile, mais dur, mais ils sont arrivés. Mais pourquoi le peuple congolais en RDC, ils savent bien qu'ils sont occupés. Ils savent bien que l'occupant, c'est l'Occidental. 666. Ils savent bien que cet occupant veut leur extermination totale. Mais pourquoi le peuple continue-t-il à suivre des moutons sans valeur?
Pourquoi le peuple continue-t-il à suivre des opposants du ventre? Pourquoi le peuple continue-t-il à suivre des gens qui ne sont même pas des Congolais? Moïse Katumbi n'est pas un Congolais. Vital Kamerhe n'est pas un Congolais. Des étrangers venant d'ailleurs. Mais les peuples congolais de la RDC, parmi tous ceux qui courent derrière ces dictateurs, derrière ces fanfarons, mais il y a des gens qui ont fait des grandes études, mais qui n'ont jamais servi au pays, parce qu'on ne leur a jamais donné la chance de travailler. La majorité, ils vivent qu'avec 200 dollars qu'on leur donne, ou 100 dollars, ou 300 dollars. Parce qu'ils veulent être assistés par des dictateurs, par de soi-disant opposants. Voilà la vérité de notre vie. L'Afrique, c'est triste, mais c'est comme ça. Que parmi les intellectuels de cette province-là, il y a quand même une bonne proportion de descendants des mineurs qui, pour la plupart, ne sont pas originaires de cette province-là. Voilà comment nous devenons des mal-aimés. Voilà comment on va nous accuser d'avoir été favorisés par les Européens. Voilà pourquoi on va décider de nous mettre dehors. Vous allez dire, mais c'est un même pays. Eh oui, mais les Kasaï, c'est à 1000 km de là. Et vous allez dire, mais comment on vous reconnaît? C'est marqué dans nos pièces. Date et lieu de naissance. Katanga, province d'origine. Mes parents étaient venus d'eux. C'est marqué. Et on décide de nous chasser. Et nous avons été chassés la première fois dans les années 60. Et n'oubliez pas, Lumumba a été tué en 61 de ce côté-là. Lumumba, c'était un Kassaïen aussi. À ce moment-là, ça ne va pas aller, les Kassaïens dehors. Nous sommes partis. Quand Mobutu va reprendre le pouvoir, il se rend compte que pour diriger le Congo, il nous faut de l'argent. Et la GECAMIN, c'est ça qui donne l'argent au Congo à ce moment-là. Il dit, mais ces gens-là, moi j'ai besoin d'eux. Hein. D'autant qu'on avait tous, c'était des gens qui avaient une expérience professionnelle de plus de 20, plus de 30 ans. On va nous rappeler. Et Mobutu va instaurer la paix. Et puis on va de nouveau vivre convenablement. Jusqu'à 90. Une deuxième épuration ethnique va se présenter pour qu'on nous mette de nouveau dehors. Que s'est-il passé au Congo en 90, en 90? Eh bien, tous les Congolais étaient d'accord sur un point. L'ennemi du Congo, c'est qui? C'est les dictateurs. Il faut qu'ils s'en aillent. Mais le dictateur était intelligent. Il s'est dit comment créer une diversion. Je vais créer une guerre artificielle ici, dans mon pays. Comme ça, quand ils vont s'entretuer, moi j'irai avec mon armée, je vais mettre de l'ordre. Comme ça, l'opinion internationale qui nomme le président quelque part en dessous, eh bien, verra qu'il n'y a que moi. Et ils vont me maintenir au pouvoir. Mobutu va appeler quelqu'un du Sud, qu'il va nommer Premier ministre, alors que la conférence nationale avait nommé Premier ministre quelqu'un du Kasaï. Et Mobutu savait qu'en mettant de côté celui du Kasaï, en nommant quelqu'un du Katanga, il opposait déjà les deux provinces. Et il va dire à celui-là, vous rentrez chez vous au Katanga, vous faites en sorte que la province du Katanga me soutienne, et je vous permets, vous, de mettre dehors les Kassaïens qu'il y a chez vous. Vous prenez leur travail, vous prenez leur bien, et voilà, ça va continuer. Et moi, j'aurai le pouvoir si j'ai la province la plus riche. Cet homme-là va marcher avec Mobutu. Et nous, on est au Katanga où on voit les discours qui changent. Ils viennent là-bas à la télévision. Hey, on était d'accord de mettre Mobutu dehors, n'est-ce pas? On va un peu patienter. Parce qu'il n'y avait pas que lui comme ennemi. Nous avons deux ennemis. Mobutu d'un côté et les Kassaïens de l'autre. Alors qu'est-ce qu'on va faire? On se sert de l'un pour vaincre d'abord l'autre. Alors maintenant, on va d'abord coaliser avec Mobutu pour mettre les Kassaïens dehors. Et c'est des chansons pour exciter les gens. On va prendre des gens qui n'ont pas de boulot. On les drogue, on dit attaquez les Kassaïens. Quand ils seront partis, vous aurez leur travail, vous aurez